quand notre système familial est très dysfonctionnel, souvent on arrive à l'âge adulte et c'est là où on se rend compte que de tous les dysfonctionnements auxquels on a été soumis, et on se sent perdu, on ne sait plus où regarder, mais surtout on se sent très coupable parce qu'on sait qu'on a transmis ceci à nos enfants. Parce qu'évidemment, l'immaturité émotionnelle, ce n'est pas quelque chose qu'on enseigne à l'école, alors on devient adulte et on fonctionne dans la vie comme tout le monde, hein? On apprend des choses de la vie. Et subitement, on est mis face à l'évidence et on décide de changer. Alors, quand on décide de changer et qu'on apprend sur la psychologie ou qu'on apprend sur les façons saines de se comporter pour mieux vivre, on se rend compte aussi qu'on a fait des erreurs et là, on s'en veut terriblement. Alors, aujourd'hui, je réponds à une lettre et quand je réponds à une lettre, j'ai une chose à vous dire. Je vous remercie vraiment tous ceux qui, dans les commentaires, me disent des choses très motivantes ou aidantes à ceux à qui m'écrivent, en fait, parce qu'évidemment, on veut que nos propres situations soient comprises. Alors, c'est la même chose pour eux. Alors, je remercie tout le monde qui est là de façon très positive et qui envoie des commentaires positifs à ceux qui vivent des situations difficiles. Alors, merci beaucoup. Alors, on est ici à lire une autre lettre que j'ai reçue. Je l'ai reçue de Luna. Et voici ce qu'elle me dit. « Bonjour Sandra. Voici une part de mon histoire. Je viens d'une famille dysfonctionnelle. Mes 2 parents sont narcissiques. Mes 2 frères sont schizophrènes. Je suis mariée à un homme narcissique qui aussi vient d'une famille dysfonctionnelle. Je suis proche aidante de ma belle-mère narcissique qui souffre d'Alzheimer. Mon fils de 26 ans est en couple avec une fille borderline, trouble de personnalité limite en fait. Mon fils de 20 ans est Asperger et a fait une dépression majeure. Ma fille de 17 souffre de dépersonnalisation et d'anxiété, je crois. Mes 2 plus jeunes sont TDA et je prends aussi une médication pour le TDA depuis 1 an. Je n'ai pas de relation saine avec mes parents, j'ai 50 ans et depuis la pandémie, j'enchaîne les vidéos sur YouTube pour m'aider à démêler. C'est ainsi que je vous ai découvert. J'aimerais savoir si c'est possible d'être en paix un jour, sachant que j'ai très certainement reproduit des comportements qui ont fait du tort à mes enfants. Je regrette profondément et j'aimerais les aider. Ils méritent une maman heureuse et saine. Alors, j'ai corrigé le verbe, ils méritent. Ce qui me désole énormément est que j'ai élevé mes enfants étant certaine de bien faire puisque j'étais convaincue que vu que jamais ils ne se douteraient de mon amour pour eux, ils ne pouvaient faire autrement qu'être bien outillés pour la vie. Je n'étais pas consciente que ceci ne leur assurerait pas d'être équilibrés, ne connaissant pas l'importance de leur transmettre de bonnes bases d'intelligence émotionnelle. Je n'ai pas été élevée par des parents et des beaux-parents matures et j'ai reproduit des comportements toxiques, plus encore que je puisse comprendre à ce stade-ci de mon éveil. Ayant un mari qui a toujours invalidé mes émotions, j'ai abusé d'alcool pendant très longtemps pour me gérer. Je ressens une urgence de faire mon possible pour aider ma fille qui refoule ses émotions et manque d'introspection et d'empathie. J'ai peur qu'elle ait des traits narcissiques qui persistent après l'adolescence. Elle aura 18 ans dans 4 mois. Je veux qu'elle soit heureuse et tout autant les gens qu'elle côtoiera dans sa vie. Je veux savoir ce que je peux faire pour l'aider avant qu'il ne soit trop tard. Ces derniers temps, je ressens un volcan de peine et de remords, car je suis consciente que je n'ai pas bien fait mon devoir de mère. Oh là là, ce sont de mots très lourds, hein, n'est-ce pas? On se punit beaucoup en tant que parent. Parfait, j'ai beaucoup de choses à vous dire, Luna, vous allez voir. On va réaligner tout ça. Alors, la façon dont je procède, en fait, c'est que je vais relire la lettre et on va la commenter. Je vais la commenter, je vais dire on va la commenter ensemble, vous allez m'écouter, n'est-ce pas? Je vais la commenter. Bref, alors on dit, voici une part de mon histoire, je viens d'une famille dysfonctionnelle, mes 2 parents sont narcissiques, frère schizophrène, je suis mariée à un homme narcissique qui aussi vient d'une famille dysfonctionnelle. Là, on comprend le topo, on comprend qu'on regarde à gauche, on regarde à droite, on regarde en avant ou en arrière ou en haut, peu importe où on regarde, on est entouré de toxicité. Alors imaginez-vous être une personne qui essaie de se sortir, qui essaie de trouver un chemin, qui essaie de trouver une sortie de secours, mais chaque fois qu'on regarde à quelque part, on ne peut pas accéder à cette place sereine, n'est-ce pas? Je suis proche aidante de ma belle-mère narcissique qui souffre d'Alzheimer. Bravo. Mon fils de... je dis bravo dans la mesure où
Non pas que c'est ce que vous devez faire, mais je vous dis bravo d'avoir cette force-là, c'est ce que je veux dire. Mon fils de 26 ans est en couple avec une fille borderline. Mon fils de 20 ans est Asperger. Beaucoup de travail, je pense, n'est-ce pas? Et a fait une dépression majeure. Ma fille de 17 souffre de dépersonnalisation, anxiété, je crois. Elle n'est pas certaine, donc elle a autodiagnostiqué. C'est correct, on ne juge pas. Mes deux plus jeunes sont TDA. Elle aussi croit qu'elle a été diagnostiquée puisqu'elle est médicamentée. OK. J'ai pas de relation saine avec mes parents. J'ai 50 ans. Et là, à partir de là, elle dit, bon, là, je cherche. J'ai 50 ans, là. Là, je cherche à aller mieux. J'aimerais savoir si c'est possible d'être en paix un jour, sachant que j'ai très certainement reproduit des comportements. D'être en paix, et là on comprend que d'être en paix avec vous-même, c'est la déculpabilisation en fait. Hein? Alors c'est tout à fait normal de ressentir la culpabilité quand on réalise ce qu'on a fait. Ça fait partie d'être un parent, se sentir coupable, de ne jamais être à la hauteur, de ne jamais être assez bien. Alors je pense que c'est une réaction, voilà, saine. Par contre, on ne peut pas vivre à l'intérieur de ça parce qu'on ne peut pas aider ses enfants quand on vit dans la culpabilité et on verra pourquoi plus tard. Alors, j'ai envie de vous dire, parce que votre question, c'est pas tout à fait ça, mais moi, j'ai envie de revenir à cette partie-là avant de poursuivre. Écoutez, il semblerait que partout où vous regardez, et la lettre ne dit pas « je veux quitter mon mari » ou « je veux rester avec mon mari », on n'en a aucune idée. Alors, on ne peut pas décider ce que vous allez faire, ça vous appartient. Et le choix que vous faites, il est bon pour vous en ce moment, alors choisissez-le. Sauf que, est-ce que vous avez un réseau d'amis sur lequel vous appuyez ou non, parce que vous êtes trop préoccupé par beaucoup de choses dans votre vie, je pense, n'est-ce pas? Alors, moi, ce sur quoi j'ai envie de vous guider, vous envoyer, c'est la stabilité. J'ai comme mot, j'ai envie de vous dire, est-ce qu'il y a un endroit où vous pourriez trouver une forme de stabilité? Est-ce qu'il y a une place où ce serait votre façon de calmer votre système nerveux, n'est-ce pas? Est-ce que vous pratiquez la méditation? Est-ce que vous avez le droit de sortir par vous-même? Est-ce que vous avez un réseau d'amis, comme on disait, ce qui serait difficile avec tout ce que vous avez sur les épaules, n'est-ce pas? Alors, comment pouvez-vous trouver une forme de stabilité pour vous? Alors, je vous ai donné des idées. Est-ce que vous pourriez sortir, vous et vous seul, même si vous n'avez pas d'amis sur lesquels vous appuyez, est-ce qu'il y a une façon pour vous de vous extirper de cette instabilité émotionnelle-là? Parce qu'entouré de narcissisme, c'est la manipulation, le gaslighting, c'est beaucoup de choses au quotidien qui surviennent, hein? Le dénigrement. Vous le dites, où il a dit, c'est peut-être plus tard. Ah, c'est plus tard, OK. C'est plus tard dans la lettre. Vous dites que émotionnellement, votre mari n'est pas là, n'est pas capable de vous supporter. Alors, est-ce qu'il y a un endroit où vous pouvez être supporté? Est-ce qu'il y a un groupe d'aide ou un centre de méditation près de chez vous? Est-ce qu'il y a un endroit où vous pourriez parler de vos problèmes et tout le monde se comprend? Ce serait une place, un endroit où vous stabilisez au travers de ce dysfonctionnement relationnel que vous vivez au quotidien, je pense bien. Parce que votre mari, votre belle-mère... Vos parents, ils ne sont pas là pour vous. Ils sont là pour eux, oui, mais ils ne sont pas là pour vous, jamais. Alors, vous êtes toujours en train de vous donner. D'ailleurs, vous êtes devenue proche aidante. Vous êtes toujours en train de vous donner. Est-ce que vous pensez à vous? Est-ce que vous êtes capable de penser à vous? Vous vivez beaucoup avec beaucoup de culpabilité. Alors, c'est important que pour diminuer cette culpabilité-là, vous devez aussi avoir un grand respect pour vous. Vous devez aussi vous aimer. Après, on verra comment diminuer tout ça. Mais pour l'instant, je pense que votre première avenue, là, dire « OK, c'est beau, je pense que je me donne beaucoup. Je pense qu'avec 5 ou 6 enfants, je ne me rappelle plus, je pense que je fais ma part. » là. Donc, je vous invite vraiment à focaliser là-dessus, à vous trouver un exutoire, un portail vers lequel vous stabilisez, un centre où vous pouvez vous retourner, vous retrouver, travailler là-dessus. Ensuite, en premier lieu, ce qui me désole énormément, est que j'ai élevé mes enfants étant certaine de bien faire, puisque j'étais convaincue que vu que jamais ils ne douteraient de mon amour pour eux, ils ne pouvaient faire autrement qu'être bien outillés pour la vie. Oui, en fait, cette façon de penser, vous ne l'avez pas créée. C'est une image de la culture. On l'entend souvent. Qu'est-ce que vous allez faire pour vos enfants? Je vais tellement l'aimer, mon enfant. Qu'est-ce que vous allez faire pour aider vos enfants
puisqu'ils ont vécu ceci. Mais je vais tellement l'aimer, mon enfant. Alors, c'est un enseignement culturel qui est faux. Aimer son enfant, ce n'est pas suffisamment, mais on n'en a aucune idée. On l'apprend parfois quand les enfants sont adolescents parce qu'on se remet nous-mêmes en question. On dit pourquoi je ne vais pas bien? Et là, on se met à apprendre. C'est mon cas, c'est le cas de bien des gens. Probablement ceux qui regardent cette vidéo en sont aussi, pour ceux qui ont des enfants du moins, en sont aussi conscients que nous, c'est-à-dire qu'ils réalisent que finalement, j'ai des choses à apprendre. Hein. Je pense que j'ai fait plein d'erreurs. Mais oui, il n'y a pas de parents parfaits, c'est impossible. Impossible, on reproduit tous notre passé sur nos enfants. Tout le monde. Même ceux qui disent non, même ceux qui se croient évoluer, même ceux qui disent « Moi, je suis tellement avancée sur le chemin de l'évolution. » Mais non, on reproduit ceci chez nos enfants. OK. Je n'étais pas consciente que ceci ne leur assurerait pas d'être équilibrés, ne connaissant pas l'importance de leur transmettre de bonnes bases d'intelligence émotionnelle. Vos parents, vous le dites, vos parents ne vous l'ont pas montré, vos beaux-parents, c'était pas leur travail. L'école, est-ce qu'elle vous l'a montré? Non, parfait. Est-ce que la société vous l'a montré? Absolument pas. Donc, personne ne nous montre ceci. Et je pense que cette chance qu'on a d'avoir aujourd'hui des réseaux sociaux qui peuvent être autant négatifs est aussi très positif parce que moi, j'ai été mise en contact avec tellement de belles choses. Je choisis ce que je regarde, je choisis ce que je veux voir, mais j'apprends beaucoup à partir de là, à partir de gens qui ont vécu certaines choses et qui m'apprennent aussi certaines choses. Alors, vous voyez, vous avez appris. Alors, vous allez vous sentir coupable, oui, mais on se sent tous coupables parce que nous aussi, on est passé par la même étape que vous passez présentement. On fait comme « Oh fudge, j'ai vraiment fait ça? » Parfois, je vais voir mon fils dans sa chambre, je lui dis « Oh, je suis vraiment désolée, je viens d'avoir un flashback, je m'excuse. Là, il y a 10 ans, je faisais ça. » Mais oui, on fait ça. Et après ça, on dit « OK, c'est beau, fini. » On passe à autre chose. Alors, il vient un temps où il faut cesser le cycle émotionnel. Je me sens coupable. Fine. On va se sentir coupable pendant 24 heures. Let's go. Je me donne ce droit-là, là. 24 heures, let's go. Je me sens coupable ou je me sens honteuse, je me sens humiliée. On le vit. Après ça, on dit, OK, là, il faut sortir de là. Parce que c'est facile de stagner à l'intérieur de ça. Alors, je dois me sortir de là. Qu'est-ce que je fais? OK. Là, je me dis des mots, là, je me motive, là. C'est beau, je ne savais pas, maintenant que je le sais, je veux changer. Ça, c'est une façon de se motiver. Voilà. Ayant un mari qui a toujours invalidé mes émotions, très difficile. L'invalidation, c'est la chose la plus difficile avec laquelle vivre. J'ai abusé d'alcool pendant très longtemps pour me gérer. Pour me gérer, oui et non. En fait, l'alcool, les drogues, ça peut être les doudous pour les enfants. Les doudous, je ne sais pas comment on appelle ça partout dans le monde. Nous, c'est une petite couverture ou un toutou avec lequel on dort toujours. Une suce, la même chose. Là. Ça nous rassure, vous savez. On appelle ça, en fait, un centre unificateur. Donc, pour vous, c'était votre façon de vous retrouver, de dire, OK, où suis-je en sécurité? Qu'est-ce qui me rend en sécurité? Et donc, on se trouve j'allais dire un portail, mais non, pas un portail. On se trouve une façon de faire pour retrouver cette doudou-là. Je ne sais pas comment vous appelez ça ailleurs dans le monde. Là. C'est cette couverture qui nous rassure, qui a les odeurs qu'on aime, qu'on reconnaît. Ben, l'odeur de l'alcool, on la reconnaît. Les sensations de l'alcool, nous apaisent. Alors, ce n'est pas pour vous gérer, c'est pour vous recentrer, c'est pour vous apaiser. C'est ce qui se produisait probablement quand vous buviez. Donc, ça vous apaise. Alors, voyez-le différemment. Vous ne vous gérez pas, vous vous apaisez. J'avais besoin d'être apaisée. Parce que tout être humain, autant adulte qu'enfant, qu'est-ce qu'on recherche? On recherche la stabilité, on recherche l'apaisement, on recherche la validation, on veut être vu, on veut être compris, on veut se sentir paisible, serein. Alors, on doit trouver une façon de se retrouver, trouver une façon de se retrouver, oui, de trouver une façon de se retrouver à l'intérieur de cette sécurité intérieure qu'on ne connaît pas. Vos parents, non. Votre mari, non. Vos beaux-parents, non. Vos enfants, présentement, il y a beaucoup de problématiques. Alors, où vous trouvez votre sécurité? Bien, c'est à l'intérieur de ça. Alors, s'il vous plaît, quand vous vous parlez, dites-vous, OK, cette partie-là a besoin d'être rassurée. Et j'ai trouvé cette façon-là parce qu'évidemment, l'alcool, ça va calmer énormément pour la plupart des gens.
Du moins, peut-être pas au début, peut-être pas le premier verre, mais le deuxième puis le troisième verre, ça calme, ça ralentit le système nerveux. Alors, je retrouve un sentiment de sécurité à l'intérieur de ça. Alors, vous vous dites, je me pardonne parce que j'ai voulu retrouver la sécurité. Et tout le monde veut retrouver cette sécurité. C'est ce qu'on recherche constamment, la sécurité. Quand on aime tant les animaux, parce qu'ils ne sont pas défiants, rejetants, ou whatever que vous voulez, le mot que vous voulez utiliser, là, c'est justement, ça nous rassure. On se sent aimé tel qu'on est. On se sent accepté tel qu'on est. Alors, ça nous calme, ça nous rassure et c'est notre moment de sécurité, ce qu'on n'a pas eu dans notre enfance, avec l'attachement, par exemple. Alors, voilà. Je ressens une urgence de faire mon possible pour aider ma fille qui refoule ses émotions et manque d'introspection et d'empathie. C'est normal, c'est l'être entouré de gens émotionnellement immatures, ce n'est pas quelque chose qui s'apprend naturellement en général. Par contre, si elle est sensible, vous pouvez le retrouver. J'ai peur qu'elle ait des traits narcissiques qui persistent après l'adolescence, parce que oui, à l'adolescence, le narcissisme fait partie du développement parce que c'est la phase où on se divise du parent, c'est la phase où on veut être autonome, c'est la phase où il n'y a plus personne qui va me guider, me contrôler, me dire quoi faire. Alors on devient nécessairement narcissique d'une part, et de l'autre part, c'est que on a toujours eu quelqu'un pour nous dire quoi faire, comment le faire, nous habiller, nous faire à manger. Il y a toujours eu quelqu'un pour prendre soin de nos besoins et là, l'adolescence, c'est là où on doit apprendre à nos enfants, oui, tu as toujours eu quelqu'un, mais maintenant, tu peux plus demander la même chose. Tu peux plus penser que c'est juste à moi de faire la vaisselle ou passer l'aspirateur ou nettoyer la table. Ce n'est plus qu'à moi. Maintenant, tu as tous les outils pour m'aider parce qu'on est deux, on veut s'entraider. Alors, c'est un passage normal, le narcissisme. On regarde nos enfants, « Oh! Mais que tu es ingrat! » Beaucoup vont penser ça, mais c'est pas l'ingratitude, c'est nous. C'est nous. C'est la relation parent-enfant qui est tout à fait normale. C'est normal. Depuis tout petit, ils se font laver les fesses. Par qui? Par leurs parents. Après ça, ils se font nourrir. Après ça, ils se font laver. Après ça, on fait tout pour eux. Alors, la transition est difficile, mais elle doit se faire. Je veux qu'elle soit heureuse, évidemment, et tout autant les gens qu'elle côtoiera dans sa vie. Je veux savoir ce que je peux faire pour l'aider avant qu'il ne soit trop tard. Ces derniers temps, je ressens un volcan de peine et de remords car je suis consciente que je n'ai pas bien fait mon devoir de mère. Oh, encore une fois, vous savez, vous pouvez les dire, je ne vais pas vous empêcher de dire ce que vous voulez sur vous, mais c'est toxique de se parler comme ça. Dites-le, vous l'avez dit, vous l'avez écrit, là, c'est bon, j'ai pas fait ça correctement, mais vous devez, OK, là, je fais autre chose. Là, j'avance. Même si je me répète que je suis une mauvaise mère, même si je dis que je fais pas bien les choses, qu'est-ce que ça m'apporte? Rien. Et non seulement ça vous rapporte rien à vous, mais ensuite vous enseignez à vos enfants des choses à l'intérieur de ça, et on verra ce que ça apporte à vos enfants. Alors, j'ai pris des notes, évidemment, pour ne pas oublier les choses à vous dire. Donc, je vous ai parlé de stabilité déjà. Hein? Vous devez vous trouver quelques fois par semaine. Si c'est qu'une fois par semaine, ce sera une fois. Une façon d'être stable. Où je peux trouver ma stabilité? Avec qui je peux trouver ma stabilité? Quel groupe peut me rassurer? Il y a des groupes d'entraide, ça existe. Que ce soit par Skype ou je ne sais pas quelle plateforme vous pouvez utiliser, mais vous pouvez le faire si vous ne voulez pas vous rendre. Ensuite, oui, on revient à la culpabilité. Alors oui, il y a un impact chez vos enfants. Il y a un impact, c'est sûr, c'est vous qui l'avez éduqué, c'est votre mari qui l'avait éduqué, c'est les gens autour d'elle qui l'ont éduqué. Donc, ce qu'elle a vu, c'est du narcissisme, c'est d'un système familial qui est dysfonctionnel. Donc oui, c'est ce qu'elle apprend, c'est normal. Maintenant, si vous voulez enseigner à votre enfant quelque chose de nouveau, si vous enseignez à partir du désespoir, si vous enseignez à partir de la dévalorisation, si vous enseignez à partir de la dévaluation, comment voulez-vous que ça fonctionne? Ce que vous lui enseignez, c'est la panique, c'est l'anxiété, c'est à se dévaloriser. C'est-à-dire, je suis pas bonne, je peux pas y arriver, je suis un désespoir, je ne vaux rien. C'est ce que vous lui enseignez.
Alors, la première chose à faire, si vous voulez aider votre fille, c'est d'apprendre, non pas à voir ceci comme le désespoir, mais à voir ceci comme « Wow, attends, j'ai appris tout ça et aujourd'hui, je peux changer? J'ai ce pouvoir-là sur moi? Wow! Écoute, ma fille, vous ne parlez pas comme ça, là, mais je l'exprime comme ça. Écoute, ma fille, je vais te montrer qu'on peut changer. On va faire ça ensemble. » Vous ne le verbalisez pas, évidemment. Je vous dis de vous parler comme ça dans votre tête. Alors, ça ne fonctionnera pas. Vous ne pouvez pas apprendre à vos enfants à devenir des êtres en sécurité en partant d'une dévalorisation quelconque, en partant de la culpabilité constante, en partant du « je suis pas assez bonne pour »,« je suis une mauvaise mère ». Et à chaque fois qu'il se produit quelque chose, ça ne fonctionne pas. Ce qu'ils y voient, c'est l'énergie que vous dégagez. Alors même si vous avez une bonne volonté derrière ça, eux, ce qu'ils y voient, c'est pas ça. C'est l'énergie finale, ce que vous démontrez. Vous pouvez verbaliser quelque chose, mais si vous agissez à contre-courant, vous frappez le désir de changer avec des idées ou des comportements qui dévalorisent, qui vous enlèvent toute forme d'autorité, d'autonomie, à quoi bon dire des mots? Ça sert à rien. Vous tapez sur vos mots ne veulent plus rien dire. Alors, ce qu'ils y voient, c'est la façon dont vous agissez, non pas ce que vous dites toujours. Retenez bien ça. C'est évident que vos traumatismes passés, avec tout ce que vous m'avez dit sur votre famille, ont pavé la voie de vos relations. C'est normal. Mais aujourd'hui, vous le dites, vous êtes là à m'écrire, vous êtes en train de prendre votre responsabilité. Alors pourquoi vous continuez de vous taper dessus? Vous êtes en train de prendre votre responsabilité. J'essaie de vous motiver, là. C'est sûr que je ne peux pas vous retirer vos émotions, je ne peux pas faire ça. Mais j'essaie de vous trouver une façon de prévoir le futur, hein, en disant « je vais agir comme ça, qu'est-ce que je peux faire quand j'agis comme ça ou quand je pense comme ça ou quand je me sens comme ça? Qu'est-ce que je peux faire pour terminer ce cycle émotionnel et en débuter un nouveau? Oui, ce sera difficile, ce ne sera pas facile, je vais utiliser le mot échouer, là, mais je vais échouer à de nombreuses reprises, mais je vais reprendre encore les nouvelles actions pour que mon cerveau s'habitue aux nouvelles actions. Ce sera des graines qui seront semées et ça ne sera pas évident. Je vais penser que ça ne donne aucun résultat. Alors, plus vous vous parlez comme ça, plus vous savez où vous vous en allez. Vous avez un but. Gardez toujours en tête que vous avez un but. Pensez pas que votre fille va changer dans le prochain mois. Mais pourquoi vous n'avez pas un but qui dit « dans la prochaine année, là, voici ce que je travaille ». Donc, je disais, justement, ma note suivante, c'est focaliser sur une ou deux choses. Sur vous, c'est la même chose. Focaliser sur une chose ou deux dans ce que vous voulez changer dans votre environnement personnel, intérieur ou extérieur, dans votre famille, dans votre système familial. Et ensuite, avec vos enfants, si vous voulez changer quelque chose en eux, focalisez sur une ou deux choses. Quel est mon but avec mon enfant? Vous m'avez dit, je veux qu'elle ait plus d'introspection et je veux qu'elle ait plus d'empathie. Deux choses. Deux choses qui sont... Ça ne veut pas dire que les résultats seront ce que vous souhaitez, mais vous pouvez travailler sur ces deux choses parce qu'évidemment, votre rapport dans sa relation est très important, mais il y a d'autres gens autour d'elle qui pourraient semer des choses qui sont contradictoires. Alors, prenez votre part de responsabilité. Alors, pour vous, on dit l'empathie et l'introspection. Alors, pour arriver à faire ceci, ce qui est une excellente chose, en tout cas, vous avez eu l'intuition de travailler là-dessus et c'est là-dessus que je vous dirais qu'il faut travailler. Alors, voyez-vous, vous avez appris, vous êtes déjà avancé sur le chemin de l'évolution, sur le chemin de la compréhension de soi, je vais le dire comme ça, parce que l'évolution, parfois, c'est un peu invalidant, hein, c'est un peu hautain, tiens, disons-le comme ça. Alors, vous travaillez sur l'empathie et l'introspection. Pour y arriver, comment on fait ça? Hein? C'est de réaliser ce qu'on ressent. Alors, pour vous, ce que vous devez changer en vous, vous devez améliorer votre vocabulaire au niveau des émotions et aussi votre compréhension à propos de vos propres émotions. Vous devez comprendre comment vous vous sentez, comment les autres se sentent, quels sont les mots que je dois améliorer pour raffiner mon vocabulaire. Et plus je le raffine, plus je me comprends. Plus je suis capable de me décrire, plus je comprends ce qui se passe à l'intérieur de moi. Plus vous vous comprenez, plus vous pouvez faire voir aux autres comment se comprendre. Si vous partez d'un endroit où vous n'avez aucun vocabulaire, vous ne comprenez pas comment ressentir vos émotions, vous n'arriverez pas à enseigner à vos enfants comment y arriver. Vous allez bégayer, vous allez bafouer, vous allez tenter, mais ils vont vous regarder en disant « Mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais pourquoi elle pense comme ça? Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Ça ne fait pas de sens. » Alors, vous devez être prête.
Et pour être prêt dans la vie, on doit écrire. On doit prévoir ce qui s'en vient. Alors, vous allez énumérer des comportements que vos enfants ont et que vous voulez changer. Pas 18 comportements. Alors, si c'est juste l'empathie et l'introspection, je dis juste, mais c'est beaucoup de choses, vous allez utiliser des phrases déjà toutes faites. Quand elle arrive, « Ah! Il a fait ça, il a dit ça, c'est un écœurant, je le déteste, je ne sais pas ce qu'elle dirait, là, qu'est-ce qu'on dit à 18 ans, là, mais bon, quand elle veut cracher des émotions, peut-être qu'elle a perdu le contrôle, ou quand elle panique, je ne sais pas, vous me dites qu'elle est anxieuse, bon, partons de l'idée qu'elle est anxieuse. Oh, elle m'a dit ça, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi dire, puis qu'est-ce qui va se passer, puis ok, mais là, et là, il se met à bégayer, tout s'entremêle, les mots s'entrechoquent, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment tu te sens? Et là, si elle n'est pas habituée avec la maturité émotionnelle, elle aura très peu de mots pour exprimer comment elle se sent. Alors, au départ, vous commencez à la guider. C'est difficile parce que c'est comme, vous voulez qu'elle le dise par elle-même, mais en même temps, il n'a pas le vocabulaire pour le faire. Alors, vous pouvez doucement parler de quand tout va bien, là, quand tout est positif dans la maison. « Ah, je me sens un peu inquiète aujourd'hui. Ah, ça me fait plaisir que les gens aient pensé à moi. » Ah, vous comprenez? Donc, vous commencez à énumérer vos propres émotions. Première des choses, et raffiner votre vocabulaire pour en dire en utiliser le plus possible, des mots le plus adéquatement possible. Est-ce que c'est un mot, une phrase? Bon, bref. Alors, le meilleur mot possible selon les circonstances. Et donc, comment tu te sens et comment se sentiraient les autres? Donc, comment tu te sens? L'empathie envers soi, l'introspection, et comment se sentiraient les autres? Ben, l'introspection, oui, mais c'est l'empathie par rapport aux autres. Hein? Quand on réalise qu'il y a des conséquences, quand on parle, quand on agit sur les autres, et qu'ils ressentent certaines émotions que vous aurez décrites, qu'ils comprendront les mots et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre le mot, vont se l'approprier et dire « Oh, je me sens comme ça quand il se produit telle chose. » Alors, ils se mettent à ressentir l'émotion. Mais donc, pour avoir de l'empathie, pour une autre personne, il faut d'abord et avant tout avoir de l'empathie pour soi. Et pour avoir de l'empathie pour soi, il faut comprendre ses émotions. Oh, c'est pas de la colère que je ressens présentement, c'est de la honte, ou plutôt c'est de l'humiliation. C'est pas de la colère que je ressens présentement, c'est du désespoir, ou c'est de la tristesse. Ça peut être complètement autre chose. Mais quand on est habitué de réagir d'une seule et unique façon, la colère explose, et le reste, on n'en parle pas. Ce sont des émotions qui sont silencieuses. Elles sont oubliées à l'intérieur de nous parce qu'on les a camouflées, cachées au travers de d'autres émotions, au travers de l'impatience, de la colère, de la honte, au travers de plein de choses. Alors, raffinez votre propre vocabulaire, dites comment vous vous sentez, faites-la dire le plus souvent possible comment elle se sent. Alors, si elle a de la difficulté, par exemple, surtout, faites ceci quand elle se sent positive. Alors, elle a une bonne note à l'école, je sais pas, n'importe quoi, j'ai une idée comme ça. Elle a une bonne note à l'école, comment tu te sens? Ah, c'est super! OK. Ah, tout le travail que tu as fait donne des résultats. Ah, je suis contente pour toi. Si j'étais à ta place, je me sentirais tellement emballée. Est-ce que tu es emballée? Je connais pas les mots de chaque culture, mais utilisez les mots de votre culture qui sont aussi destinés à son âge. Alors, utilisez des mots qu'elle peut comprendre, mais raffinez au fur et à mesure cette relation-là émotionnelle. Donc, vous avez des relations émotionnelles avec vos enfants, c'est à vous de les raffiner. Donc, ils vont apprendre délicatement, doucement, à raffiner leur propre terrain émotionnel, leur paysage émotionnel. Évidemment, oui, ils n'ont pas 4 ans. Oui, c'est plus difficile. Oui, vous risquez d'être découragé en pensant qu'il n'y a rien qui se produit, en recevant peut-être la confrontation. Non, c'est pas ce que je ressens. Non, c'est pas ça. Non, c'est jamais ça. À l'adolescence, ça se produit souvent. Alors, doucement. Un essai à la fois. L'introspection, c'est la même chose. Pour faire de l'introspection, c'est se questionner. Ah, je me demande vraiment comment il a pu se sentir. Je me demande vraiment parce que au départ, je pensais que c'était ça. Alors, démontrer comment faire. Au départ, je pensais que je me sentais comme ça. Mais après, j'ai réfléchi, là. J'ai pensé à X, j'ai pensé à Y, après ça, j'ai pensé à Z. Alors, verbalisez ce que vous faites pour leur apprendre à verbaliser ce qu'ils ressentent et de comprendre qu'il y a une espèce de décortication qui peut se produire pour arriver à un résultat final avant de se comprendre. Ça, c'est une façon de faire une introspection. Voilà. Alors, c'était
C'était ce que j'avais à vous dire, l'opinion, quelques conseils, évidemment. Encore une fois, c'est pas une thérapie. Je peux pas savoir tout en détail. Peut-être vous allez me dire, non, mais c'est pas bon pour moi. C'est pas comme ça que je le vois. C'est à vous de déterminer ceci, de dire, OK, ça, je mets ça de côté, ça ne s'applique pas à moi. Par contre, je vais garder ceci. Alors voilà. Est-ce que je vous ai aidé? J'espère que oui. Encore une fois, à tous ceux qui écoutent cette vidéo, j'espère que ça vous aide aussi. Cette situation s'adresse à une personne qui est Luna et non pas à personne d'autre, ce qui veut dire, voilà, que pour vous, ça peut être légèrement différent, mais il y a quand même des conseils qui sont importants que vous pouvez modifier selon votre situation personnelle. Alors, on se revoit dans une prochaine vidéo. D'ici là, je vous dis prenez soin de vous, car tout le reste suivra.